J'ai grandi dans les volutes de cigares d'abord. Des gros, ceux de mon père. Ma mère fumait aussi. La fumée, c'est exotique, c'est chaleureux, après un bon repas en famille ou avec les copains autour d'un verre. Puis, ce sont les volutes de cigarettes qui survolent mon adolescence. Un phénomène de mode, comme l'alcool. À cette époque de ma jeunesse, les pétards aussi commencent à partir en fumée tout autour de moi. Au fil des ans et de ma progression dans la société, j'ai pu constater que l'usage du cannabis s'est banalisé. Une sous-culture est née, et l'on en voit les signes à tous les coins de rue. Bonjour. Vous auriez des feuilles à rouler, s'il vous plaît? Oui, les grandes ou les petites? Faites voir les grandes. Et c'est légal, ça? Oui. Vous en vendez beaucoup? Oui, il y en a beaucoup, surtout aux jeunes. Voilà bien un paradoxe à la française. On sait tous que ces feuilles longues, c'est pour rouler des joints, et que c'est interdit. Mais quand je vois autant de monsieur et madame tout le monde risquer la prison, j'ai quand même le sentiment qu'on vit dans une situation contradictoire. Et je vais poser ouvertement la question, faut-il légaliser la ganja? J'ai rencontré plusieurs acteurs du débat et on a commencé à parler de la loi. Rien que sur ce terrain-là, je comprends rapidement pourquoi il est si difficile d'ouvrir le débat. Cette loi qui punit encore l'usage en privé est une loi qui est inappliquée et inapplicable, et qui plus est, c'est une loi qu'on n'a pas le droit de critiquer. Donc on ne peut pas débattre sereinement autour du problème du cannabis. On distingue les consommateurs des trafiquants. Le problème, c'est que c'est le même article en réalité. 40 ans après, cette loi doit être totalement revue, refaite, et elle correspond surtout pas à ce qui se passe aujourd'hui. Donc je me sens peut-être hors la loi d'un point de vue législatif, mais pas d'un point de vue moral. Elle est plus adaptée, oui et non, c'est-à-dire qu'elle donne des outils qui peuvent être utilisés. Un couteau suisse, en gros. La contrainte qu'il y a par rapport à cette loi, c'est qu'il y a une interdiction d'usage et que nous, on a une obligation de soins de toute façon par le fait qu'on soit médecin. Ça complique les choses dans la mesure où on travaille autour d'un interdit. Lorsqu'une personne est interpellée avec une barrette de cannabis, par exemple, elle pourra être gardée en garde à vue pendant 96 heures, donc pendant 4 jours. Alors qu'une personne qui sera interpellée pour un viol sur mineur, par exemple, la garde à vue ne pourra pas dépasser 48 heures. Donc le droit procédural français estime qu'il est plus grave de vendre une barrette de cannabis que de violer un enfant, par exemple. Donc à ce niveau-là, il y a un vrai souci. Ok, c'est chaud. Alors, on va procéder par étapes. De qui on parle déjà? Et de quoi? Pour les usagers, c'est surtout un style de vie épicurien. Alors je fume depuis le lycée. J'ai commencé quand j'avais 22 ans. C'était les années 60. Ça fait une dizaine d'années. Moment de détente, soirée entre potes. On fumait à l'occasion de se retrouver en soirée. Et aujourd'hui, c'est toujours pour les mêmes raisons, hein. C'est pour partager des moments avec mes amis, pour amener une sorte de perte de contrôle, pour détendre toutes les tensions que j'ai pu accumuler avec la vie stressante que je mène. La majorité des fumeurs sont intégrés dans la société, ils travaillent, ils ont des enfants, et souvent, moi, ce que je dis, c'est votre voisin de palier, quoi. C'est une passion, une sorte de passion, en fait c'est sympa, quoi. À la base, ça permet, c'est sûr, ça permet une ouverture d'esprit. C'est plutôt agréable, on cherche à y retourner assez souvent. Ça fait du bien de fumer un petit pétard le soir pour se détendre, enfin, comme boire un verre, donc c'est exactement la même démarche pour la plupart. La consommation touche tout type de personnes, tous les âges, et ça on le voit dans les dossiers. On voit les consommateurs qui sont ensuite interrogés. On peut voir les consommateurs, ça va de 13 ans à 70 ans. On retrouve des usagers dans toutes les catégories professionnelles. Donc c'est vraiment très ouvert. Et nous sommes dans un pays qui consomme énormément de cannabis.
Sans vouloir provoquer à l'usage, je vais me faire taxer de présentation sous un jour favorable. Je constate qu'une partie des fumeurs trouve ça cool. On les appelle les consommateurs au long cours, sans addiction. D'autres sont un peu moins cool. Le docteur Bonfort les croise dans son cabinet. Alors ça, c'est de toute évidence les addictifs au cannabis. Et il y en a. Moi, j'en vois régulièrement. On rentre dans des gens qui sont en général plus adultes, qui sont dans la vie active et qui se sentent vraiment en difficulté. Et eux qui viennent spontanément pour demander une aide. Et avec le cannabis, on se retrouve quand même dans une forme d'analogie avec l'alcool. On se retrouve dans des consommations massives, généralisées, on va dire. On a un vrai enjeu de santé publique à expliquer tout ça. On ne peut pas avoir fumé un bedeau avant d'aller bosser, quoi. Et les collectivités locales et les entreprises ont des actions sur la question de l'alcoolisme. On doit avoir les mêmes actions sur la question du cannabis. Au-delà de la prise de risque pour la santé, c'est surtout la peur du flic qui conditionne le quotidien des usagers. C'est le chat et la souris, comme avec le permis de conduire, c'est toujours pareil. C'est la même chose. Les galères au quotidien pour les fumeurs de cannabis en 2010, c'est la peur des contrôles sur le bord des routes. Les tests pour contrôler sur le bord des routes ne sont pas fiables. Il y a un problème, c'est que les techniques de dépistage d'alcool sont beaucoup plus modernes et beaucoup plus précises que les dépistages de stupéfiants. Il y a un vrai débat sur cette question-là et les tests ne permettent pas de savoir avec certitude à quel moment le produit stupéfiant a été consommé. Donc certaines personnes peuvent se retrouver sous l'emprise de produits stupéfiants selon la loi le lendemain, voire le surlendemain d'une consommation de cannabis, par exemple. Donc ça pose un vrai problème, tout à fait. Nous recevons beaucoup de courriers par le net ou de gens qui ont été contrôlés positifs au cannabis alors qu'ils avaient fumé la veille, qui ont perdu leur permis, qui risquent d'avoir un procès et qui n'ont plus de voiture pour aller travailler. Et ça, je trouve que c'est un véritable scandale. Je ne suis pas pour la conduite automobile en état d'ivresse cannabique. Ce n'est pas une injustice dans la mesure où la consommation d'alcool est autorisée, alors que la consommation de produits stupéfiants est interdite. Donc le mot injustice ne serait pas adapté. Mais qu'on fasse un test qui soit vraiment fiable et qu'on définisse là aussi un taux. Au bout de 0,5 g d'alcool, vous êtes contrôlé positif. Avec le cannabis, c'est d'abord calculé en nanogrammes, donc ils sont des millièmes de milligrammes, et c'est à partir de 0,1 millième de milligrammes de THC dans le sang, vous êtes considéré comme positif. Il faudrait que la loi change à la limite, et là on pourrait parler d'injustice, mais ce n'est pas le cas. J'ai lu une étude européenne qui disait qu'en dessus de 7 ou 8 nanogrammes, je crois, dans le sang, on pouvait considérer qu'on avait fumé une heure avant. Mais en dessous, non. Et l'autre crainte, c'est d'être arrêté à tous les coins de rue. Bien entendu, le jeune consommateur de 18 ans qui achète son produit stupéfiant dans la cité à côté de son domicile aura plus de chances de se retrouver en garde à vue qu'un usager qui a 45 ans et qui travaille dans une grande entreprise. Mais là, récemment, je me suis fait donc interpeller avec juste un joint sur moi, qui était déjà, préparé. Ils nous ont menottés. Alors qu'on n'apportait aucune résistance. On a reconnu qu'on avait un joint sur nous et ils nous ont quand même menottés. Mais bon, ça doit être pour la procédure. J'avais un bédo roulé sur moi et je me suis fait attraper connement. Donc au final, le bilan, 18 heures de garde à vue d'affilée. Et pour ma part, dans une cellule de réclusion, comme on pourrait l'appeler, un cachot. Et tout ça pour un joint, quoi. C'était pas du tout à la hauteur de mon délit, je n'incitais pas d'autres à le faire, donc je vois pas vraiment où se trouve le mal, quoi. Bilan, j'ai eu 18h30 de garde à vue pour un bédo roulé sur moi et je trouve que c'est vraiment inadmissible de faire vivre ça à un simple consommateur comme moi, quoi. Maintenant, les fumeurs ont changé leur manière de fumer, parce que la trouille est là. La trouille de se faire prendre, tout simplement. C'est toujours pareil, on en arrive toujours à la chasse aux chiffres. Méfiez-vous des fins de mois, parce que si les flics n'ont pas leur quota... Ça fait des bâtons faciles. Quand on prend quelqu'un avec une bolette de shit, c'est une affaire de résolu. Et voilà le nerf de la guerre.
Des usagers pas du genre à faire du mal à une mouche, mais si on leur fout la trouille, ce n'est pas qu'une question de statistiques, c'est tout simplement parce qu'ils sont à la base et qu'ils alimentent le crime organisé. C'est vrai que pour remonter un dossier, ça doit commencer par les usagers, sinon c'est extrêmement compliqué de remonter une affaire. Le consommateur de base ne va pas en prison. Voilà. Ensuite, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une personne est interpellée avec une petite quantité de produits stupéfiants, on lui demande de dénoncer son dealer. Pourquoi nos collègues vous disent que si on les prive de ça, c'est un échelon d'information qui tombe? Tout simplement parce que le cannabis est la drogue illégale la plus consommée au niveau de la population. Donc ça vous fait un éventail de possibilités de contacts et d'informations qui partiraient. La consommation de drogue, c'est un tout. Et quand vous fumez un joint, quand vous faites un rail, vous vous dites c'est ma santé, c'est mon pognon, je l'ai acheté, je ne fais de mal qu'à moi. Or, c'est pas le cas. Quand vous donnez de l'argent à un dealer, vous alimentez la chaîne criminelle avec des structures mafieuses qui achètent des États. Notamment en ce moment, il y a un phénomène qui est dramatique en Afrique. Vous avez des États entiers, vous vous rendez compte, une nation qui sont achetés par les cartels. C'est-à-dire qu'on met en place des équipes gouvernementales. Évidemment, ils n'achètent pas le territoire géographique, ils achètent la structure. Et ça permet de servir de relais entre l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe évidemment, mais c'est une étape également vers l'Asie, qui a ses propres réseaux. Voilà. C'est pas très flower power tout ça. Du coup, certains ont trouvé la parade et n'y trouvent que des avantages. Mais c'est interdit, je le rappelle. Tu fais pousser et puis basta quoi. Tu gères ta consommation, tu n'engendres pas les trafics de drogue, tu fais chier personne. Donc ça c'est la Bible, déjà, c'est marqué, la Bible du jardinage. Il y a tout qui est indiqué quoi. Le mec qui connaît rien, il achète le bouquin, il le lit, après il s'est fait repousser quoi. Et je vais te montrer en fait l'endroit où je faisais ma production quoi. Donc c'est là que tu fais pousser. Bah en fait c'est là que j'ai fait ma dernière production, je l'ai fait ici en fait. Ici, les pieds de bœuf c'était comme ça quoi. Par terre là, je mettais les bacs donc avec de la terre et puis je faisais germer ici, je faisais ma production ici. Le plus important c'est le séchage en fait. Tu ouvres tes chiottes, tu vois tes plantes, c'est comme un tableau que tu vas regarder dans un aquarium. C'est un peu ça le truc. T'es admiratif devant c'est la vie en fait. Quand tu fais pousser de la feuille, on appelle ça la huile, c'est en fait tu donnes vie à une plante. Tu fais pousser, puis quand tu as récolté, c'est un plaisir de la goûter, savoir ce qui va pas. C'est magique quoi. faut leur donner de l'amour aux plantes. Faut leur donner de l'amour. On a beaucoup milité pour ça, au nom de la réduction des risques, pour l'autoproduction. Donc effectivement, implanté chez vous, vous ne risquerez plus de tomber sur des drogues plus dangereuses. Reconnaissez aussi le cannabis thérapeutique, et la plupart des gens qui utilisent le cannabis thérapeutique, ils essaient de planter chez eux, par des méthodes qui sont des méthodes les plus bio possibles d'ailleurs, parce qu'il y a une histoire là aussi de qualité. En France, quand quelqu'un se fait prendre avec 4 pieds de cannabis chez lui, qu'il utilise pour se soigner, pour moi, et je pense que pour la personne qui se fait prendre aussi, c'est une assistance à personne en danger. Parce que cette personne-là a besoin du cannabis, c'est son médicament. Pourquoi lui enlever? Il y a eu de très nombreuses études qui ont été faites au sujet des vertus thérapeutiques du cannabis, et effectivement, ça soulage. Je suis resté cloué au lit à cause des problèmes de dos pendant 3 mois. Et j'étais sous effet codéiné à 6 par jour. C'était pas suffisant et ce qui me calmait le plus efficace pour me calmer, c'était effectivement le shit. Je pense que ça reste un usage extrêmement confidentiel dont on n'a jamais vraiment fait la preuve de son intérêt. Voilà. Effectivement, on rentre dans quelque chose qui est expérimental, qui peut avoir peut-être un intérêt, mais faut-il encore que des études et que la recherche là-dessus avance et qu'on en comprenne bien les mécanismes. J'ai bien l'impression que, pour les militants, l'usage thérapeutique reste à ce jour un argument simplement politiquement correct, à défaut de pouvoir faire démocratiquement l'apologie de leur hobby. À quoi ressemblerait une France décomplexée de ses tabous, où pousserait une plante dépénalisée? Entre pragmatisme et utopie, les idées fusent, certaines se font fusiller. Le problème posé par les drogues, et par le cannabis donc, est un problème politique.
Alors tout notre travail a aussi consisté à essayer de booster les politiques, de leur faire comprendre que la légalisation du cannabis ou une autre politique serait plus intéressante que la répression. À partir de 2005-2006, on a commencé à en parler plus sur les questions des pénalisations. Il faut voir, voilà, volet de bois vert que j'ai pris, de toutes parts, hein, de droite et de gauche, hein, c'est extrêmement compliqué. Ce qui est intéressant dans cette histoire, je trouve aussi, de prohibition et de sortie globale de la prohibition, c'est que ça impose le débat. Ça permet quand même, on se rend compte que c'est devenu extrêmement central par rapport aux enjeux de société qu'on a et à la société qu'on construit. Les politiques en dehors de la France sont quand même beaucoup plus douces en Allemagne, en Hollande, en Espagne ou en Italie. Si on légalisait, je pense qu'on légaliserait d'ailleurs dans toute l'Europe, parce que on ne pourrait pas le faire dans un seul pays. Je pense qu'il faudrait passer des contrats avec les pays du Maghreb, tout simplement avec le Maroc. Et planter du cannabis et là aussi passer des contrats commerciaux. Et comme disait si bien Daniel Vaillant dans un article, à ce moment-là, les douanes seraient chargées de contrôler la bonne qualité des produits. Ce serait pas mal, un boulot sympa. Là, ça serait une putain de révolution culturelle. Voilà, pareil, quel politique va oser faire ça? Aucun, je vous le dis tout de suite, aucun. Si, peut-être dans 50 ans, mais ça serait un séisme, ça serait un séisme. Il faut structurer la vente. Moi, je suis pour qu'on mette en place une forme de CETA, par exemple. Il y aurait toutes sortes d'emplois qui seraient générés par le cannabis. En Hollande, je crois que c'est 18 000. Donc, je pense qu'en France, ça serait autour de 30 000. On doit réussir à intégrer la question de la production d'herbes, etc., de pavots, dans cette vision et dans ce travail sur l'agriculture proche des zones denses de population. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en Ile-de-France, il y aura des agriculteurs qui doivent avoir des champs de pavots qui permettent de contrôler la production ensuite, et ça arrivera en circuit court, très proche des lieux de consommation. Vous imaginez moralement quel décideur politique on a déjà en France le pays le plus gros consommateur de psychotropes. En matière de biturin, on se situe quand même assez bien, au niveau alcool, au niveau tabagique aussi. Et en plus, tiens, on va vous en rajouter une. Aïe. Vous comprenez justement toute la difficulté, que vous soyez cynique ou pas, c'est que c'est quasiment insoluble. C'est quasiment insoluble. Donc, il ne faut pas oublier aussi, et là on est toujours dans le cynisme, que ce marché parallèle des stupéfiants, c'est aussi une sorte de paix sociale dans un pays où on ne maîtrise plus la criminalité de nos banlieues, clairement. Or, quand on leur laisse ce marché-là, ça permet d'avoir des revenus, ça permet effectivement à des gamins qui n'ont aucun avenir de vivre bien. C'est vraiment fait pour qu'une petite minorité gagne très bien sa vie. Et que globalement un gamin effectivement de 12, 14, 15 ans qui branle rien à l'école et qui a aucune chance de trouver un job décent, on puisse le faire travailler et lui faire gagner plus d'argent que s'il était ouvrier dans une usine, clairement. Qu'est-ce qu'on va faire des banlieues? Parce qu'actuellement, effectivement, les banlieues vivent entre autres du trafic du cannabis et d'autres trafics, mais s'ils vivent de ça, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et en fait, dans un système de légalisation, il faudrait pouvoir les intégrer. Les premières personnes qui ont eu des coffee shops en Hollande, c'était des dealers, en fait. Et ils avaient un rôle un peu d'expliquer ce que c'est le cannabis, de faire un rôle un peu d'assistante sociale, quoi. Et je pense qu'il ne faudrait pas qu'on oublie les gens des banlieues si un jour on légalisait le cannabis. Oui, mais à partir du moment où ce serait étatisé, donc ça répondrait, je pense, à toutes les règles générales de commerce en France. Donc je pense que ça n'intéresserait pas forcément les individus qui aujourd'hui se livrent à un trafic net d'impôts. Donc moi, je n'y crois pas, mais ensuite, seule la pratique pourra nous dire si ou non c'est une bonne solution. Moi, ce que je pense, c'est que la vie d'un petit avocat pénaliste, je pense que si demain, le cannabis est dépénalisé en France, les individus qui se livrent aujourd'hui au trafic de cannabis continueront à se livrer à un trafic de stupéfiants. Donc soit ils décideront de passer à d'autres drogues, notamment la cocaïne et l'héroïne, soit ils continueront à vendre du cannabis, mais à des prix beaucoup moins élevés que ce que proposera l'État. Donc à partir du moment où l'État entrerait dans ce commerce, entre guillemets, les consommateurs auront toujours un intérêt à s'adresser aux revendeurs illégaux. Toutes les limites des interdits, surtout pour les jeunes, ont besoin d'être transgressées. Donc à partir du moment où vous déplacez la frontière, il y aura un déplacement également de la transgression, c'est une évidence. Et comme c'est ce qu'on constate aujourd'hui avec la cocaïne notamment, qui est en train de passer, mais alors vraiment comme le cannabis, comme quelque chose d'assez anodin,
Jusqu'où on va aller? De mon point de vue, je suis pas sûr, mais là je ne parle qu'en mon nom, hein, c'est une perception, que ça changerait grand-chose. Pour la simple et bonne raison, c'est que tout le monde consomme. J'aimerais bien que ce soit dépénalisé, c'est sûr. Mais sinon, je continuerai comme ça. Ils empêcheront jamais les gens de fumer comme ils veulent, quoi. Les drogues ne sont ni bonnes ni mauvaises, ça dépend de la façon dont on les emploie. Il faut apprendre aux gens à consommer correctement les drogues, tout simplement. Parce que les drogues, effectivement, jamais elles ne disparaîtront de notre société. Elles sont même constitutives de notre société dans certains endroits. C'est un sujet passionnel, où tout débat, surtout qu'on arrive en période électorale, donc tout débat qui est porté au pinacle, il va être sur les passions et on va retrouver les éternels pour, les éternels contre. Alors que franchement, je pense que la voie de la raison, elle est sans doute au milieu et on ne doit pas en être très éloigné de la voie de la raison, même si effectivement on a un taux de consommateurs par habitant qui est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'il faudrait en cas de dépénalisation, mais même au jour d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'il y ait, mais ça c'est un problème de médecine en général, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens. Les budgets se réduisent comme peau de chagrin, hein. Bon, il y a des priorités et de toute évidence, de mon point de vue, il n'y a plus de priorité par rapport à cette prise en charge-là. On peut, sur cette question de santé publique, travailler réellement qu'à partir du moment où on est sur des produits qui existent, qui sont légaux, etc. Donc si on n'aborde pas ces questions-là aujourd'hui, demain, on est réellement dans un autre monde. Voilà. Et dans cette structuration autour de cette vision de banlieue 13, c'est du ciné, etc. Mais on voit la violence, on voit la ghettoisation, on voit la communautarisation, on voit tout ça. Et on va vers ça. S'il y a 1 million de citoyens qui demandent, à travers l'Europe, qui demandent un référendum, ils sont obligés de le faire. Donc pourquoi ne pas lancer cette idée de recueillir des signatures au sein de l'Europe pour qu'il y ait un référendum sur et tout, pour ou contre la légalisation du cannabis, en expliquant les arguments des uns et des autres. D'un côté, on souhaite davantage de courage politique, avec une vision futuriste d'une société adulte. De l'autre, on préfère se contenter de l'immobilisme pour continuer à écoper un bateau qui semble couler. Pour l'État, la paix sociale dans les banlieues semble coûter moins cher que la paix sociale avec quelques millions d'usagers citoyens. Pourtant, pour les fumeurs, il faudra continuer à se cacher pour vivre heureux, tant que la police basera ses enquêtes criminelles sur les interpellations de consommateurs. Dans cette histoire, on est loin d'une société responsable. Je crois que je me suis fait rouler. Il s'est passé un certain nombre de choses depuis 5 ans dans plusieurs pays du monde. La légalisation est pour l'instant assez minoritaire. Néanmoins, aux États-Unis, il y a 20 États et le district de Columbia qui ont introduit des lois pour légaliser l'usage médical et thérapeutique donc du cannabis. La France a pour l'instant une position assez conservatrice, quoique un médicament qui s'appelle le Sativex vient de recevoir son autorisation de mise sur le marché. Nous avons une loi qui date de 1970 et qui dit que toutes les drogues sont prohibées. Cette loi n'est pas pour le moment sur le point d'être remise en cause. Beaucoup de personnes parlent de dépénalisation. Il faut bien comprendre qu'il y a une grosse différence entre dépénaliser et légaliser.
la dépénalisation seule serait simplement une prime donnée aux trafiquants. Et c'est la raison pour laquelle ce projet de dépénalisation simple ne passera pas. Il faut attendre la légalisation contrôlée un jour ou l'autre. Les positions conservatrices, comme dans beaucoup d'autres pays dans le monde, sont simplement des positions attentistes. C'est-à-dire, pour l'instant, on a un bouclier. On croit avoir un bouclier, qui est peut-être un bouclier en chocolat, qui ne sert pas à grand-chose, qui est cette loi d'interdiction de l'usage des drogues. Les spécialistes sur le champ des drogues considèrent depuis longtemps qu'en fait, cette lutte contre la drogue à l'aide d'une loi d'interdiction est un échec. Donc c'est la grande question. Quand tout le monde aura compris que de toute façon on est en train d'essayer de protéger des gens contre eux-mêmes, tout en créant énormément de nuisances pour des gens qui ne sont ni des consommateurs ni des vendeurs, mais par exemple les habitants des quartiers qui sont mis en coupe par les trafiquants, à ce moment-là, on commencera à comprendre que la légalisation contrôlée est peut-être meilleure que la prohibition pure et simple. C'est une période charnière, il est difficile d'anticiper avec précision quand la législation changera sur les drogues en général et le cannabis en particulier, puisque c'est un symptôme avant-coureur, le cannabis, mais l'ensemble des drogues sont concernées. Il y a eu la période avant l'abolition de la peine de mort et puis la période après. Il y a eu la période avant l'interdiction de fumer en public et puis la période après. On a souvent vécu dans des situations où les lois existantes paraissent protectrices. On a peur de les lâcher parce qu'on connaît pas l'avenir, on a peur de l'avenir. Jean-Michel, c'est demain que le président de la République présentera le 3e plan de lutte contre le cancer, dans lequel figure un large volet, évidemment, de lutte contre le tabac. Et c'est le moment choisi par une sénatrice écologiste pour déposer une proposition de loi autorisant la consommation de cannabis. Alors la sénatrice s'appelle Esther Benbassa et son argumentaire tient en une phrase que je vais vous lire. La France se distingue par une des législations européennes les plus répressives en matière de consommation de cannabis et les chiffres de la consommation dans notre pays sont parmi les plus élevés d'Europe. Donc, plus on réprime en France depuis le début des années 70 et plus on consomme de cannabis en France. Donc, rien que cette phrase dit l'échec de la politique de répression. Si la politique de répression est un échec, qu'est-ce qu'il faut chercher à explorer, au moins intellectuellement? C'est évidemment la libéralisation du cannabis. Quels seraient les avantages d'une vente libre du cannabis? Libre et contrôlée par l'État, bien sûr. D'abord, ça tuerait le trafic, alors qu'aujourd'hui, c'est le trafic qui tue. Je ne sais pas si on voit bien la différence, mais elle est quand même assez colossale. Ensuite, on pourrait mieux contrôler la qualité du produit consommé, parce qu'il est consommé le produit aujourd'hui. Et dans le trafic, parfois, les vendeurs vendent n'importe quoi, des choses terriblement toxiques, qui font terriblement de mal. Donc on pourrait contrôler la qualité. Et puis on pourrait fiscaliser la vente du cannabis. Alors, pas pour que l'État s'enrichisse, ce serait quand même assez dégueulasse de faire ça, mais uniquement pour pouvoir mener, par exemple, des opérations de prévention. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mener d'opérations de prévention, puisqu'officiellement, on ne consomme pas du cannabis. Quand on est dans l'hypocrisie, on est dans l'hypocrisie jusqu'à la bêtise. Évidemment. Alors, il y a des arguments qui sont contraires, bien entendu, à l'idée de la libéralisation. Il y en a un qui est très fort. Le cannabis, c'est dangereux. Et donc, soumettre un produit dangereux à la vente, mais c'est pas plus dangereux que l'alcool ou la cigarette elle-même. Enfin, la cigarette, ça tue des milliers de gens chaque année. Donc, c'est pas plus dangereux. Et quant à l'argument qui dit ça ferait augmenter la consommation, comme elle est déjà très importante, elle augmenterait peut-être et peut-être pas. Peut-être de manière marginale, et s'il y a des opérations de prévention, peut-être même elle baisserait. Donc, en fait, le bon sens milite pour la libéralisation du cannabis. Mais le climat politique, évidemment, empêche toute idée de libéralisation. Imaginez aujourd'hui le gouvernement, dès qu'il bouge le petit doigt, tout le monde est dans la rue, les dentistes sont en grève demain, enfin, on pourrait faire un catalogue infini de tout ça. Alors si demain, si le ministre de l'Intérieur disait, allez, on libéralise le cannabis, ouais, vous avez une manifestation sur RTL tout de suite, ce matin à 8h. Donc personne ne le dira. Mais c'est bête. Enfin, comme dirait quelqu'un qui a fumé un gros pétard, c'est Je justement... m'appelle Olivier, j'ai 38 ans. Je suis atteint de sclérose en plaques depuis 2010. Une sclérose en plaques qui était réémitante à la base, donc qui agissait par poussée et qui est devenue progressive, donc qui agit lentement mais sûrement.
Je suis bourré d'antidouleurs, de neuroleptiques pour aller uriner, pour aller aux toilettes, pour même avoir des érections. À 38 ans, c'est difficile à gérer. Je me déplace en canne sur 50 mètres, sinon j'utilise un fauteuil roulant. Malgré tous les antidouleurs que je prends, seul le cannabis est réellement efficace et j'ai hâte de voir l'apparition de ce nouveau médicament, le Sativex, sur l'effet que ça va m'apporter, c'est-à-dire un décontractant musculaire. Depuis que je fume du cannabis, je n'ai plus de crampes ni de grosses douleurs la nuit. Je peux dormir tranquillement. J'ai besoin du cannabis pour me détendre aussi, pour penser à autre chose, pour arrêter de me centrer sur ma maladie aussi. Ce médicament, en fait, va m'apporter déjà une égalité dans ce que je fais. Si ça a les mêmes effets que ce que je peux fumer, ce sera le jackpot, parce que j'aurai peut-être beaucoup moins de médicaments à prendre grâce à ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important de ne pas fermer les yeux sur quelque chose qui est réel, sur des gens qui souffrent et qui ont besoin réellement pour vivre. Madame, Monsieur, bienvenue dans Reporter. 35 kilos de cannabis saisis dimanche dernier à Plombières. 800 plants découverts à Moucron quelques jours plus tôt. Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans que la police ne fasse des prises, dans l'indifférence quasi totale. Alors qu'aux États-Unis, l'État du Colorado annonce qu'il autorise sa commercialisation, le cannabis reste officiellement illégal en Belgique. Le nombre de plantations saisies est passé de 35 à plus de 1000 en 10 ans. Pourtant, à Namur, 2 frères installent leur Cannabis Social Club et cela fait des vagues. Fume, c'est du belge, c'est un reportage d'Alain Dils avec Samuel Lerat, Marc Malinus et Marie Couplet. En annonçant la création de leur Cannabis Social Club dans la capitale wallonne, Jean-Michel et son frère David ont lancé un fameux pavé dans la mare. Mariés, pères de famille, ces 2 quadragénaires sont consommateurs de cannabis depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, leur ASBL veut légaliser la production et la distribution, une manière d'en finir avec les dealers. Quand on cherche quelque chose dans la rue, on finit par le trouver, mais peut-être 3 ou 4 heures après, on est trimballé d'un coin à l'autre, on ne sait pas sur qui on tombe. Moi, il m'est arrivé d'avoir des armes sur la table, tout ça pour aller chercher un peu de cannabis, donc il y avait d'autres choses avec. Du coup, à force, j'ai essayé l'une ou l'autre chose, j'ai tout essayé sauf l'héroïne et le crack, c'est des choses que j'ai jamais touchées, mais bon, il y avait la possibilité pour tout. Une fois qu'on commence à être connu dans un endroit, on commence à acheter, finalement on nous vend d'autres choses. Et le cannabis que j'ai eu là régulièrement, je me suis senti malade en prenant, franchement, donc l'impression que j'allais crever, aller aux toilettes, s'accrocher aux toilettes pendant 1 heure ou 2, le temps que ça passe. Car le cannabis vendu dans la rue est parfois mélangé avec toutes sortes de produits toxiques. Les Namurois veulent regrouper les consommateurs afin de cultiver une herbe 100% biologique. Ce concept est promu depuis plusieurs années par une plateforme européenne d'organisation qui milite pour une politique juste et efficace en matière de drogue. Pour nous montrer à quoi cela pourrait ressembler concrètement, David nous emmène sur les lieux d'une plantation secrète, car bien entendu illégale à l'heure actuelle. Ici, c'est un volume de production plus ou moins pour 7 personnes, 7-10 personnes en fait. Donc, c'est des cultures qui existent déjà, elles sont interdites, donc c'est tous des petits cultivateurs. Et le fait de légaliser, donc légaliserait donc ce genre de culture et ça profiterait à tout le monde, aussi bien pour le cultivateur que pour les gens qui en consomment ou peut-être éventuellement pour le gouvernement qui mettrait des taxes sur la production. Tout en étant sûr de la qualité du produit. Tout à fait, oui. Ici, on travaille avec du bio, donc c'est une qualité 100% bio. Et c'est vraiment différent de ce qu'on trouve sur le marché noir. Sur le marché noir, on trouve donc du cannabis qui est largement coupé. Il y a des produits chimiques, il y a des microbilles de verre qui sont insérés, tout ça pour gagner du poids, donc qui rend le cannabis très dangereux à sa consommation. Dans un Cannabis Social Club, les membres doivent être majeurs. Ils sont chacun propriétaires de leur plan
ils payent une cotisation destinée à couvrir les frais de la culture. Tous les 3 mois, pour leurs besoins personnels, ils peuvent ensuite profiter de la récolte au prix de 6 € le gramme. Moins cher évidemment que sur le marché noir, ce qui est que on voit bien que plus on va augmenter le prix et plus le marché noir va se développer. Donc on tient à avoir un prix démocratique justement pour couper le marché noir. En Belgique, détenir moins de 3 grammes de cannabis ou cultiver une plante chez soi pour sa consommation personnelle fait l'objet du degré le plus bas des poursuites. Par contre, la vente reste interdite. Les consommateurs sont coincés, d'autant que depuis l'année dernière, ils n'ont plus accès au coffee shop du sud de la Hollande. Nos voisins ayant décidé de mettre un terme au tourisme de la drogue. Comme plusieurs dizaines d'autres, Bruno a décidé de rejoindre la SBL namuroise. Il fume du cannabis depuis l'âge de 15 ans. Il en a 44 aujourd'hui. Moi, ce que je veux, c'est ne plus devoir être confronté à tous ces gens qui sont dealers dans la rue, à qui vous me demandez, moi, en tant que père de famille, personne responsable, ou vous me demandez de fréquenter ces milieux-là où j'ai rien à foutre là. Moi, tout ce que je demande, c'est un endroit comme à Maastricht, comme on avait avant, un endroit où je peux aller acheter mon cannabis, boire un jus d'orange ou un café, reprendre ma route, rentrer chez moi et fumer un bon joint. Moi, c'est la seule chose que je demande après journée. Est-ce que vous trouvez normal que maintenant, on vende du cannabis avec des morceaux de verre, du sable, tous des produits chimiques dedans? Est-ce que vous trouvez normal qu'on donne ça aux gens? Car aujourd'hui, les consommateurs en ont marre de certains préjugés qui leur collent à la peau. Non, ils ne sont pas tous des délinquants. À Bruxelles, nous rencontrons Maude, employée et maman de 35 ans. Je pense que, honnêtement, fumer de l'herbe, ça n'empêche pas d'avoir une vie sociale normale. Je pense que l'alcool est beaucoup plus dangereux que la marijuana. Je pense qu'il y a des drogues illégales comme les médicaments, etc. Moi, personnellement, voilà, si je consomme de la marijuana, c'est essentiellement pour me détendre, pour faire une coupure entre ma journée de travail et ma soirée. Ça m'évite peut-être de prendre des anxiolytiques. Et voilà, je trouve que c'est une démarche beaucoup plus saine, et encore plus saine si on est sûr de la qualité du produit. C'est ça, parce que pouvoir fumer, mais ne pas pouvoir acheter, ça ne va pas. Ça n'a pas de sens. Forcément, on achète si on doit fumer. Puis voilà. Puis maintenant, avec la fermeture des coffees en Hollande et tout ça, ben oui, trouvons des nouvelles façons de consommer de façon responsable. Voilà. À l'heure actuelle, il y aurait plus de 350 000 consommateurs de cannabis en Belgique. Et pour certains scientifiques, il est temps que notre pays envisage cette assuétude comme un véritable enjeu de santé publique. Tolérer la consommation, mais interdire la vente, c'est un peu jouer la politique de l'autruche. Je pense que c'est un problème de gestion. Le monde politique a difficile à gérer donc cette pratique qui est considérée par la population comme inacceptable. Personne n'avoue avoir fumé du cannabis. Donc il y a un rejet d'une partie de la population parce que c'est illégal. Et d'un autre côté, il faut faire quelque chose parce que les consommateurs sont là et vous avez un marché ouvert. Si on ne consomme pas en Belgique, on va ailleurs. Et donc il faut à un moment donné que le politique assure la gestion de ce problème de façon offensive, avec des mesures certes de prévention, d'information. Il faut bien informer des risques, surtout pour les jeunes. Et il faut aussi donc avoir un système qui permette de canaliser la consommation et si possible de la restreindre. Et donc ces cannabis social club, ça serait une manière d'y arriver? C'est ça, c'est un pis-aller, un moindre mal, dans la mesure où on ne peut pas empêcher, c'est le tabac, c'est le cas du tabac, on ne parvient pas à empêcher donc, la consommation de tabac. Le cannabis, ça va être, je suis quasi convaincu, la même chose. Donc il faut trouver un moyen de prévenir cette pratique et si on ne peut pas le faire, pour ceux qui sont dépendants, de les protéger. C'est le problème de la clandestinité qu'on a vu notamment avec l'alcool au début du siècle passé. Dans la mesure où il y a une prohibition, vous avez toute une série de réseaux qui se sont enrichis avec l'alcool frelaté. Et donc il faut sortir de cette dynamique qui est assez dangereuse. Provoquer le débat, c'est aussi la volonté des fondateurs de la SBL Sativa. Sans but lucratif, les éventuels bénéfices de leur association pourraient, disent-ils, financer des campagnes de prévention auprès des jeunes ou encore créer des emplois au sein des Cannabis Social Club. David et Jean-Michel affirment en tout cas vouloir jouer la carte de la transparence. Il y a une question qui doit se poser maintenant.
et maintenant et pas dans 6 mois. Est-ce que oui ou non, ce genre de projet est envisageable et dans quelles conditions? Les conditions, on les attend. Nous sommes prêts. C'est un projet à modeler avec les gouvernements, c'est un projet à modeler avec les bourgmestres. On est même d'accord au moment où on distribue la quantité de 3 grammes par personne, puisque visiblement, d'après la loi, on ne peut pas transporter plus de 3 grammes. Donc régulièrement, les gens devraient venir au club, s'alimenter par leurs 3 grammes, mais on veut bien à ce moment-là qu'un agent d'État soit là, ou quelqu'un assermenté pour le distribuer, avec des registres et tout, c'est ce qui est prévu, donc il y a toute une traçabilité depuis le moment où on plante la graine jusqu'à la récolte. Les 2 frères ont averti les autorités politiques et judiciaires namuroises de leur existence. Ils ont même demandé une rencontre, mais l'accueil est plutôt glacial. Au palais de justice, Étienne Gaublhomme est le substitut en charge des stupéfiants. À la lecture des statuts de l'ASBL, qui ont officiellement été enregistrés, il a bien failli s'étrangler. Et donc là, je vous lis les statuts. La culture et la récolte de plants de cannabis appartenant aux membres en vue de la distribution de ceux-ci pour leur consommation personnelle, l'organisation de séances d'information ou toutes activités économiques non lucratives pour ces membres, pour autant que ceux-ci soient directement ou indirectement liés au but ici-dessous exprimé. Et donc quand vous lisez ça, vous sursautez, quoi. Effectivement, c'est interpellant. Et le fait qu'ils vous informent de leur existence, c'est interpellant aussi. C'est interpellant aussi puisque, manifestement, l'objet est tout à fait illégal. Ils veulent provoquer le débat, quoi. Ils veulent sans doute provoquer le débat, mais ils se trompent d'interlocuteur. Ici, on répète que c'est au Parlement d'envisager éventuellement une évolution de la législation. En attendant, on applique celle qui existe, et tolérance ne veut pas dire légalité. Il y a une politique criminelle qui est fondée sur le fait que la détention de cannabis, moins de 3 grammes, à des fins d'usage personnel, est la priorité la plus faible des poursuites au niveau du parquet, mais ça reste clairement une infraction qui est sanctionnée par des peines d'amende. Donc l'ASBL, qui revendique un droit pour les consommateurs, un droit pour les cultivateurs, elle entretient une confusion, puisqu'il n'y a aucun droit, on est clairement dans un comportement qui est illégal. Donc pour le moment, quoi, les membres fondateurs de cette association, vous les considérez comment? Dans l'état actuel des choses, sur base des déclarations que monsieur a effectuées dans la presse, il est clair qu'on est dans le cadre d'une association en vue de commettre une infraction à la loi sur les stupéfiants. Donc on est dans le cadre d'une infraction grave qui est punie d'une peine de 10 à 15 ans de réclusion. Donc à un moment donné, oui, si on est amené devant le tribunal, ok, on sera peut-être condamné, mais certainement pas de la même façon. Et je doute même qu'on soit condamné, tout simplement parce que nous, de bonne foi, on est convaincus que c'est une solution. Peut-être pas la meilleure, mais on demande à travailler avec l'État, on a demandé aux autorités, tout le monde refuse. Et alors on va après refuser ça, refuser ce système-là, nous considérer comme des bandits. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans le système, quoi. Autorisé ou pas, le Cannabis Social Club de Namur a tenu sa première assemblée générale dimanche dernier, en soulignant que d'autres clubs de ce genre existent déjà en Belgique, plus discrètement, il est vrai. « 38 000 Canadiens consomment régulièrement de la marijuana à des fins médicales. 25 000 d'entre eux ont le droit d'en faire pousser pour leur propre consommation. Le gouvernement fédéral veut réglementer tout cela en obligeant ces Canadiens qui souffrent de maladies chroniques à s'approvisionner auprès d'un fournisseur accrédité. Le problème, c'est que ça risque de coûter beaucoup plus cher, surtout pour ceux qui cultivent leur marijuana eux-mêmes. Un groupe d'utilisateurs a donc décidé d'amener le gouvernement en cours et la semaine dernière, un juge de la Colombie-Britannique leur a donné gain de cause. Il a émis une injonction temporaire qui leur permettra de continuer de produire leur propre marijuana en attendant que la cause soit entendue en bonne et due forme. Linda Godin explique les enjeux de cette nouvelle réglementation qui entre en vigueur le 1er avril. Cette ancienne usine de Hershey à Smiths Falls est passée de la production de chocolat à la production de marijuana. La compagnie Tweed l'a achetée pour y cultiver du cannabis à des fins médicales. Nous autres, c'est entre 5 et 10 millions qu'on a dépensé jusqu'à date. Et notre licence de producteur autorisé nous permet de pousser jusqu'à 15 000 kg par année.
Il y a 10 000 plants de marijuana dans les deux serres actuellement en opération, mais il y en aura davantage lorsque l'usine sera à pleine capacité. On se trouve dans le Mother Room, salle où on garde les variétés, les plantes stock. D'ici, on prend des coupures de les plantes pour pousser des copies ou des clones, comme on dit dans l'industrie. Et on prend les clones et on va dans une chambre pour faire des croissances des fleurs. On cultive 25 variétés maintenant. On prévoit cultiver beaucoup plus, 40, 50, 60. Tweed est l'un des fournisseurs accrédités par Santé Canada pour cultiver du cannabis thérapeutique. Présentement, les patients qui ont le droit de consommer de la marijuana peuvent soit l'acheter du gouvernement, soit la cultiver eux-mêmes. Mais avec les changements proposés à la loi sur la marijuana, ils n'auraient plus le droit de la cultiver et devraient l'acheter de l'un des fournisseurs du gouvernement. Les changements apportés à la loi résolvent très bien les questions d'approvisionnement, de qualité de produits et de sécurité des personnes qui font pousser le cannabis. Là où ça ne résout pas bien les questions, c'est toute la question du remboursement de ce produit reconnu thérapeutique. Et ça me cause énormément de problèmes. Ils sont 38 000 à avoir le droit de consommer de la marijuana légalement, dont 25 000 ont un permis pour la cultiver. C'est le cas de Vicky, qui souffre de fibromyalgie et d'arthrite depuis l'enfance. Moi, j'ai la prescription le minimale. J'ai demandé pas plus gros. J'ai 2 grammes par jour qui me donne 10 plantes intérieures. La marijuana qu'elle consomme depuis 3 ans a changé sa vie en atténuant les douleurs suffisamment pour qu'elle puisse être fonctionnelle. Je savais pas c'était quoi d'avoir pas d'anxiété de même. De pas avoir les nerfs qui shake dans le visage. Je peux même pas comment l'expliquer. C'était comme un instant relief. Les pilules m'ont pas fait ça. Les pilules m'ont donné un buzz, ça allait enlever l'aigu dessus le mal, mais ça ne l'enlevait pas au complet. Ça l'enlève t'es moins aigu dans ton mal. J'étais rendue avec 25 pilules différentes dans mon système. La seule affaire, je pense, c'est ma glande thyroïde. Les changements à la loi devaient être en vigueur le 1er avril, mais un tribunal de la Colombie-Britannique a émis une injonction permettant aux détenteurs de permis de cultiver de pouvoir continuer à le faire jusqu'à nouvel ordre. De tous les consommateurs légaux, ce sont eux qui étaient les plus inquiets parce qu'acheter leur cannabis plutôt que le cultiver leur coûterait cher, beaucoup plus cher. Dans le cas de Vicky, au lieu de 30 $ par mois, ça lui coûterait 300 $ par mois. Juste une passion d'éventualité, ça fait ça. Je peux pas me l'afforder. Mais s'il n'y a pas personne qui va être capable d'afforder à 280 de l'once, c'est dispendieux. Pour les quelques 4 000 Canadiens qui l'achètent présentement du gouvernement, l'impact serait moins grand puisqu'ils paient déjà 5 $ le gramme. Le prix des nouveaux fournisseurs se situe entre 5 et 12 $ le gramme selon la variété. C'est donc pour ceux qui la cultivent que ça ferait vraiment mal. Certains ont même dit qu'ils défieraient la loi en continuant de la cultiver. J'ai peur. J'ai peur, je veux pas être criminel, je veux pas m'amener ça sur le dos non plus, là, tu sais. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Pour moi, dans ma famille, je peux pas mettre ma famille en danger non plus à cause si je possédais mes médicaments. C'est juste m'être obligée de l'acheter de la rue ou m'en passer. Puis de prendre des pilules qui ont 2 fois plus d'effets secondaires. Puis... Qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter le patient? On va arrêter le malade qui a une permission d'en avoir parce qu'il le fait chez soi? On va arrêter la personne qui s'approvisionne sur le marché noir parce que ne pas en avoir du tout et s'approvisionner sur le marché noir, c'est la seule solution. Parce que, entendons-nous bien, je pense que toute personne qui le cultive chez elle ou qui l'achète sur le marché noir aimerait mieux un produit sécuritaire qui arrive et avec la variété. C'est pas un choix volontaire, c'est un choix financier. Non, le problème est beaucoup plus que le gouvernement n'accepte pas que, comme n'importe quel autre médicament, les gens puissent se faire rembourser quand ils sont malades et qu'un produit est thérapeutique pour eux. C'est là le nœud du problème.
La marijuana à des fins médicales n'est remboursable par aucun régime de médicaments public ou privé au Canada. Ce n'est pas considéré comme un médicament. Il n'y a que les anciens combattants qui peuvent, sous certaines conditions, se la faire rembourser par le ministère des Anciens combattants. Pour que ça devienne un médicament, il faut faire des études et passer par un long processus. Il y a une grande malhonnêteté à l'heure actuelle sur la question du remboursement du cannabis à des fins thérapeutiques. On reconnaît, et pas uniquement Santé Canada, le moult études qui reconnaît aussi les bienfaits thérapeutiques de la marijuana. Là où Santé Canada fait l'argument, c'est à savoir que les vérifications traditionnelles demandées pour l'approbation d'un médicament ne sont pas là. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a aucune vérification? C'est faux. Ça fait des années que les clubs compassion à travers le monde s'échangent grâce à Internet de l'information, que des patients remplissent de l'information, qu'on la cumule, qu'on la compile, qu'on la statifie. Et enfin, l'autre élément, c'est qu'on fait comme si tous les médicaments à l'heure actuelle qu'on mettait sur le marché étaient béton, on avait tout vérifié, effets secondaires, combien... Qu'est-ce que ça fait quand on prend pendant 20 ans, homme, femme, fort, vieux, jeune, tu prends un autre médicament? Non, on n'a pas toutes ces connaissances-là. Il y a beaucoup d'éléments qu'on apprend sur le terrain, à preuve le nombre de médicaments qu'on retire sur le marché. Les fournisseurs accrédités viennent tout juste de former un organisme pour faire avancer ce genre de dossier, mais ce n'est pas demain la veille que ça se fera. On est approché par plusieurs universités pour faire de la recherche. Maintenant, avec Tweed et les autres producteurs autorisés, c'est plus facile pour quelqu'un de faire de la recherche. Donc, on va aider la recherche, puis je pense que c'est peut-être un ingrédient à peut-être se rendre à ce statut officiel de médicament. Si le cannabis était remboursé, ce serait aussi mieux pour les affaires, parce que la commercialisation de la marijuana thérapeutique est un marché lucratif, évalué par Santé Canada à 1,3 milliard de dollars d'ici 10 ans. Il ne faut donc pas s'étonner que le gouvernement ait reçu près de 500 demandes pour devenir fournisseur accrédité. Avec 15 000 kg par année autorisés, on croit que notre édifice ici peut faire 100 millions de revenus au moins. Je pense que c'est certainement un marché vierge légal, mais on voit que à travers le monde et au Canada que c'est moins tabou, le marijuana, et je pense que le nouveau système va faire que les gens peut-être plus âgés ou qui n'auraient jamais pensé à utiliser la marijuana pour leurs symptômes vont peut-être penser une deuxième fois. En plus, on estime que le nombre de consommateurs légaux explosera, passant de 38 000 à 426 000 en 10 ans, parce qu'on simplifie la paperasse pour faire une demande et parce qu'il y a plus de malades chroniques qui sont nombreux à avoir un permis de consommation. Mais M. Rifici considère ce chiffre conservateur. Il croit plutôt que ce sera 700 000 consommateurs légaux dans 10 ans. Ça pourrait être très payant, mais en même temps, on pourrait avoir quelques années d'essayage, de trial and error avant que le marché vraiment se réduise. Et aussi la compétition. Il y a plus que 400 compagnies qui envisagent les producteurs autorisés, donc certainement on va voir plusieurs plus qui vont venir sur le marché. Tweed veut même s'inscrire à la Bourse de Toronto. Il a fait sa demande et espère être une entreprise publique le 1er avril prochain. Pour nous, ça change, je pense, la crédibilité. Être sur la bourse, on ne sait pas qu'est-ce que le marché va devenir et ça donne la flexibilité soit pour acquérir des compétiteurs dans plusieurs années avec un stock liquide. Une fois qu'on dépasse que c'est la marijuana et aussi qu'il y a beaucoup de régulation, moi, je vois ça comme n'importe quelle entreprise de e-commerce. C'est vraiment la fidélité de la clientèle, le service à la clientèle très important. Le potentiel économique est donc intéressant pour les entreprises. Si l'injonction du tribunal donne un sursis aux consommateurs légaux, elle rend les affaires plus difficiles pour les fournisseurs accrédités qui auront beaucoup moins de clients. La solution reste encore à trouver pour satisfaire toutes les parties.
Et si vous vous demandez où sont ces Canadiens qui détiennent un permis pour consommer de la marijuana thérapeutique, eh bien, voici des chiffres qui pourraient vous intéresser. C'est en Colombie-Britannique et en Ontario où on retrouve le plus de consommateurs. En Alberta, il y a plus de 2000 permis. Fait intéressant, la petite province de la Nouvelle-Écosse a presque 2000 consommateurs thérapeutiques. Seulement un peu plus de 1000 Québécois utilisent la marijuana à des fins médicales. C'est suivi du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'île du Prince-Édouard. Et les territoires ont quelques consommateurs seulement chacun.